que tu peux nous raconter ce qui se passe quand tu es sur la route? Les militants écologistes ont trouvé une action radicale, s'asseoir sur le bitume et bloquer la circulation. Les actions de ce type se multiplient en France depuis plusieurs mois. Et après la même question sur la garde à vue. Continuerons de gagner nos vies, on continuera d'agir. On se retrouve dans une cellule, il n'y a pas de fenêtre, la lumière elle est H24, on est réveillé à n'importe quelle heure pour faire une audition. Ça reste quelque chose d'assez éprouvant. Mathilde Paul. Elle est coach en bilan de compétences et elle est aussi, à côté de son entreprise, militante écologiste, engagée au sein de mouvements de résistance civile. Elle a bloqué des routes, elle est attaquée par la justice pour son engagement. Elle nous raconte comment elle vit tout ça. Je suis ressortie très chargée émotionnellement. Si on attend que le gouvernement agisse, il sera probablement trop tard. Si on agit qu'à une échelle individuelle, ça sera probablement trop peu. Mais si on agit collectivement, il se pourrait que ce soit juste assez et juste à temps. Il y a des gens qui nous écoutent, je pense, qui se disent « Ok, j'ai vu Dernière Rénovation aux infos, j'ai vu sur Instagram » et qui vont avoir le discours de je comprends pas, ça dessert la cause de faire ce genre de truc-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin de comprendre dans ce que toi, en tant que personne, tu vis, qui te pousse à aller faire ça? Et qu'est-ce qui fait que tu ressens le besoin de bloquer une route au nom d'un enjeu climatique? Mathilde, sur ton site, il y a une de tes offres qui s'appelle Déclic entrepreneurial. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'entendre parler de ton déclic écologique. Okay. Est-ce que tu peux me parler de quand est-ce que tout a commencé pour toi sur ce voyage qui aujourd'hui t'a mené à être militante climat? Ok. Alors, il s'est fait en plusieurs fois, ce déclic. J'imagine. Il n'y a pas grand moment, quoi. C'est ça. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai grandi proche de la nature dans l'arrière-pays niçois. Et pour moi, quand j'ai grandi, moi je suis née en 88, et donc mes souvenirs d'enfance se situent plutôt dans les années 90. Et j'ai grandi, en tout cas, la définition du monde que je me faisais, dans lequel j'étais en train de grandir, c'était que je trouvais que je vivais à une époque super, et que je vivais dans une époque où il y avait beaucoup de progrès technologiques, de progrès aussi vis-à-vis du confort qu'on pouvait avoir, du progrès aussi vis-à-vis, je sais pas, de la santé. Je me disais, on va vivre plus longtemps, on va vivre en bonne santé plus longtemps, c'est trop bien, je vis une époque trop cool. Et en fait, cette croyance-là, en fait, que j'ai développée dans mon enfance, elle a mis vraiment beaucoup de temps à se casser quelque part et à réaliser que finalement, on n'allait pas forcément vers le beau. Et finalement, à coup d'informations, de lectures et autres, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la réalité. En tout cas, c'était pas forcément la réalité que j'allais vivre, finalement, après en grandissant. Ce qui m'a vraiment fait réaliser ça dans un premier temps, disons que je pense que je l'avais compris intellectuellement à ce moment-là, mais je l'avais pas vraiment compris émotionnellement. Et j'ai connecté avec mes émotions. Moi, je fais des études en marketing et mon mémoire de fin d'études portait justement sur le développement durable et la grande distribution. Donc, comment est-ce que les critères liés au développement durable avaient de la place dans les critères d'achat des consommateurs dans la grande distribution à ce moment-là. Donc moi, j'avais fait mon mémoire là-dessus, j'ai cherché plein d'informations, je me suis connectée à plein de sources. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point, l'activité humaine avait des impacts vraiment très mauvais sur la biodiversité. Et en fait, j'ai compris ça de manière assez solitaire parce qu'en fait, autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient aussi sensibilisées à ça. Dans mes camarades de classe, il n'y en avait pas d'autres qui avaient choisi ce sujet-là. Et donc, quand j'ai vécu ça, vraiment, je me suis connectée à une vraie peur, à un vrai sentiment d'impuissance, en fait, vis-à-vis de ce qui risquait d'arriver. Et ma façon de le gérer à ce moment-là, ça a été de repasser dans le déni, en fait. Et donc là, j'ai eu ce moment où je me suis dit, c'est vraiment, vraiment la merde. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refermé la page, en fait. Et donc, pendant environ 10 ans après, pendant mes premières années de salariat, en fait, j'ai enchaîné les postes de salarié en y pensant forcément, mais en repassant que dans l'intellect, en étant dans les éco-gestes, en faisant des efforts, mais pas forcément au bon endroit aussi. En tout cas, il me manquait plusieurs clés pour bien comprendre quel était mon impact sur notamment le CO2, sur la biodiversité. Et c'est que plus tard, je le situe plutôt pendant le confinement, qu'en faisant une fresque du climat, j'ai remis en fait le côté systémique qu'il y a autour de cet enjeu-là climatique et que j'ai réalisé aussi en faisant mon propre bilan carbone. Où est-ce que moi aussi j'en étais
Et je pensais que je faisais des efforts. Et en fait, je me rendais compte que là où je faisais des efforts, c'était pas forcément là où ça avait le plus d'impact. Et que si j'avais envie d'avoir un impact, il fallait que... T'as Wi-Fi le soir. Voilà, c'est ça. Attention l'eau, attention l'électricité, etc. Alors qu'en fait, si j'avais vraiment envie d'avoir un impact, il fallait que j'agisse sur ma consommation vis-à-vis de l'avion, vis-à-vis de la viande, notamment la viande rouge. Et aussi... ma consommation avec ma voiture, en fait, l'utilisation de ma voiture. Donc bref, ça m'a remis plein de choses dans les bonnes perspectives, on va dire. Oui, les effets d'échelle entre les actions. Quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça a été un premier pas. Et à partir de là, j'ai envie d'agir. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai lu un livre de Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est un enseignant en permaculture anglais qui... dit une phrase qui résume bien en fait son approche. Il dit si on attend que le gouvernement agisse, il sera probablement trop tard. Si on agit qu'à une échelle individuelle, ça sera probablement trop peu. Mais si on agit collectivement, il se pourrait que ce soit juste assez et juste à temps. Et donc j'aimais bien cette idée de me dire en fait, ok, j'agis à mon niveau, mais comment est-ce que je peux aussi agir collectivement? C'est lequel livre de Rob Hopkins? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Celui qui m'avait bien marqué, c'était Et si 3 petits points, je ne me rappelle plus très bien la suite, mais nous imaginions le monde que nous voulions, quelque chose comme ça. Je l'ai retrouvé. Et effectivement, je sais que c'est une personne très citée dans beaucoup de choses. Il était passé dans le documentaire Demain, je crois, sur aussi. La monnaie locale à Totnes, qui est sa ville. Tout à fait. Je crois qu'il est fermé depuis cette monnaie locale. Oui, ils ont fait la fête de la fin de la monnaie locale. C'est ça. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce que tu partageais là, c'est la place des émotions dans ce truc-là. Parce que je pense, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et globalement, tout le monde aujourd'hui, on a une connaissance rationnelle du problème. Émotionnellement, tout le monde n'est pas impliqué à la même hauteur. Notamment parce que je pense qu'on a le privilège ici en France, dans les pays de l'Ouest en tout cas, d'avoir une distance avec les conséquences, même si on commence à les voir sur notre territoire avec les feux de forêt, tout ça qui ont un lien avec l'écologie. Est-ce que tu peux me parler de cette émotion de la peur? Parce que je pense... Notre réaction peur, elle crée différentes conséquences. Tu as parlé de toi, ça a été fait peur, déni. Je pense qu'il y a des gens, ça fait peur, ultra engagement, action. Tu peux me parler un peu plus de ça? Ouais. Moi, la peur que j'ai ressentie, elle était vraiment proche de mon sentiment d'impuissance, en fait. Et donc, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement, parce que toutes les causes que je voyais liées à ces conséquences-là, elles me semblaient en dehors de ma portée. Et j'avais vraiment ce truc de... il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et donc, ça m'a vraiment fait peur de me connecter à ça. Et vu que je l'ai vécu aussi à ce moment-là de manière assez solitaire, je me suis dit, mais en fait, les autres ne le voient pas. Et voilà, j'ai eu cette sensation, cette solution de repli, plutôt dans le déni. Qui me semble clairement... protection, quoi. On a besoin de ça. Je pense que le problème, il est tellement immense. Surtout, tu dis que tu étais en études, donc voilà, encore assez jeune. Moi aussi, j'ai l'impression que mes prises de conscience se sont passées assez jeunes. Et tu mesures pas... c'est trop dur, quoi. C'est une trop grosse vague, trop tôt, où on n'a pas assez d'informations, donc ça se comprend aussi, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un peu de colère parce que il y a du temps aussi qui s'est passé. Je pense qu'à un moment donné, j'avais encore confiance aussi dans le gouvernement pour qu'ils prennent aussi leur part. Et en fait, quelque part, c'est leur rôle aussi de nous assurer une certaine sécurité. Et donc, me rendre compte que finalement, les actions n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu. Ça a généré aussi chez moi de la colère et ça a mis du temps aussi à grandir. Et je pense que c'est plutôt ce deuxième déclic au moment de la fresque du climat, d'avoir fait mon bilan carbone, que là, il y avait de la peur, mais c'était aussi mélangé à de la colère. Et ça a fait que j'ai plus eu envie d'agir à ce moment-là. La fresque du climat est le moment où tu prends cette conscience de c'est collectivement qu'il faut agir, etc. Est-ce que tu étais déjà à ton compte en tant que freelance ou pas encore? Non, c'est le même moment où justement j'ai le projet d'entreprendre qui émerge et donc les deux sont un petit peu en même temps. Donc il y a un questionnement de comment je transforme mon mode de travail et en même temps comment je peux m'engager davantage que juste individuellement à mon niveau à manger bio. C'est ça. Et du coup, tu as répondu à une question que je voulais te poser, mais je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont ces enjeux pas freelance écologiques peuvent se poser. C'est pourquoi ça ne te suffit plus à un moment de manger bio. Moi aussi, j'ai décidé d'arrêter l'avion et de prendre l'avion max une fois tous les 5 ans. Pourquoi ça ne te suffit pas? Et pourquoi, à un moment donné, tu es allé plus loin sur le militantisme, l'engagement associatif
Je pense que ça répondait quand même à un besoin aussi assez personnel de me sentir entourée aussi. Et donc agir seule, c'est super, et en même temps il y a des moments où on a besoin de célébrer aussi certaines victoires avec d'autres personnes, et je pense que je suis aussi allée chercher ça dans le militantisme donc plus collectif. Je suis allée chercher des personnes qui vivent aussi ma réalité, qui partagent aussi mes peurs, qui partagent aussi ma colère à certains moments, et qu'on puisse ensemble trouver des solutions et aussi fêter des victoires parce qu'il y en a. Donc ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Oui, au moins avoir un endroit où tu peux nommer les choses, en parler, te déposer. C'est pas le cas dans ton cercle familial ou proche avec tes amis? C'est pas tout à fait le cas, en tout cas, un peu moins dans le cercle familial. Dans le cercle amical, un petit peu, mais vraiment le fait d'avoir rencontré plein de personnes dans un cercle militant, ça fait qu'on peut davantage, débattre et aller loin dans les discussions avec ces personnes-là. Et moi, j'ai eu besoin de ça. Et aujourd'hui, vraiment, ça me permet de me sentir aussi vraiment pleine et entière et d'être plus épanouie aussi, parce que j'ai aussi ces personnes-là autour de moi qui me permettent d'avoir des personnes avec qui je partage mes valeurs et avec qui je partage mes victoires. Et comment est-ce que, parce que là pour l'instant j'entends, il y a un critère de niveau d'échelle de l'action, il y a un critère de socialisation et le fait de le faire à plusieurs et de célébrer à plusieurs, mais il y a un critère quand même sur lequel tu arrives à un moment donné avec les actions auxquelles tu as participé, bloquer des routes, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette brique d'action qu'on pourrait qualifier de radicale qui arrive et que c'est pas, tu vois, genre, je prends un exemple caricatural, mais tu décides avec ta famille de plus prendre l'avion, tu parles avec tes potes, vous êtes contents, on peste sur les décisions du gouvernement ensemble, et quand il y a une nouvelle loi qui passe en Europe, on est content et on célèbre. Qu'est-ce qui fait qu'en plus de ça, tu ressens le besoin de bloquer une route au nom d'un enjeu climatique? Alors, avant d'en arriver à bloquer des routes, même si cette étape-là allait assez vite, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé, justement, on parlait de Rob Hopkins et des monnaies locales. J'ai rejoint une association qui aidait justement à mettre en place une monnaie locale aussi à Lille. Il y a d'autres choses comme ça que j'ai pu faire aussi qui m'ont permis en fait de tester le fait de pouvoir dégager du temps en dehors de mon activité. À ce moment-là, j'étais encore consultante, qui m'ont permis, j'arrivais à dégager du temps sur une autre activité associative. Et en fait, je me rendais compte que quand j'étais salariée, c'était extrêmement difficile de dégager du temps pour une autre activité associative à côté. Déjà parce que j'avais une charge de travail qui était super conséquente, et donc j'avais pas un temps de présence qualitatif à donner à une association à côté. Et aussi, je me rendais compte, en tout cas dans ce que j'ai pu tester, que des fois, je me trouvais pas tout à fait à ma place dans les associations dans lesquelles j'ai participé, parce que peut-être que, je sais pas, c'était plus par rapport à mes compétences à moi que j'avais envie de mettre à disposition de certaines associations. C'était pas tout à fait aligné avec ce que j'avais envie à ce moment-là, où il y avait des questions d'organisation ou autre. Et en fait, je me suis un peu cherchée comme ça pendant un petit moment, à essayer plusieurs choses différentes et à pas vraiment trouver ma place. Et à un moment donné, je me suis tournée aussi vers Greenpeace, je me suis tournée vers Extinction Rebellion, j'ai recherché un petit peu d'informations pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses aussi, d'autres façons de militer. Et c'est en assistant à une action Extinction Rebellion que je me suis rendu compte que il y avait aussi un rôle d'alerte à avoir. Donc il y avait un rôle local, un rôle collectif, il y avait un rôle de sensibilisation, et ils sont tous super importants, mais il y avait aussi ce rôle d'alerte, d'être l'alarme qui s'allume et qui dit attention, c'est en train de brûler, et que ce rôle-là, il était aussi super important. Et moi, j'ai assisté à une action qui était aussi très joyeuse, c'est-à-dire qu'à la fois on est alerte, à la fois quand ces personnes sont allées sur action, je les ai vues vraiment déterminées et vraiment mettre aussi laisser s'exprimer leur colère quelque part aussi. Et je les ai vus aussi le faire dans la joie, en étant ensemble, en étant soutenants. Et je me suis dit, tiens, c'est une belle façon aussi d'agir à un niveau qui est confrontant, en fait, qui alerte, et en même temps de le faire ensemble dans une certaine joie, en tout cas dans un certain soutien les uns avec les autres. Et ça m'a donné envie de creuser davantage, me dire tiens, il y a aussi cette forme-là de lutte. Est-ce que je m'en sens capable? Je suis pas sûre, mais j'ai envie de creuser un petit peu. Et c'est là que j'ai entendu parler de Dernière Rénovation, qui faisait des actions de manière très répétée sur Paris, alors que sur l'île, il y en avait un petit peu moins, en tout cas organisées par Extinction Rebellion. Et je me suis dit tiens, je vais creuser. Et donc c'est comme ça que j'ai un petit peu creusé. Je suis allée à une réunion d'information.
Je trouvais que c'était super intéressant, donc je suis allée à une formation pour se préparer justement à l'action. J'ai trouvé ça encore plus intéressant et finalement, petit à petit, je me suis sentie capable d'aller plus loin. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, je me suis inscrite sur Action. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre ce que tu vis dans l'entrepreneuriat en se lançant en freelance, etc. et ce que tu peux vivre dans le spectre militant de je teste des choses, je trouve ce qui fonctionne pour moi, comme dans cette stratégie marketing, tu vois, mais c'est dans un autre environnement, le militantisme, où il y a des objectifs, on a envie d'atteindre des trucs hyper ambitieux, de faire bouger la ligne de conduite d'un gouvernement, par exemple. Et donc, on est là à tester des stratégies et trouver ta place dans le projet plus large. Et c'est ça que j'aime bien, c'est... En fait, et j'ai une question pour toi sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est... Il y a des gens qui nous écoutent, je pense, qui se disent « Ok, j'ai vu dernière rénovation aux infos, j'ai vu sur Instagram ou quoi que ce soit », et qui vont avoir le discours de je comprends pas, ça dessert la cause de faire ce genre de truc-là, parce que trop radical, parce que blablabla. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin de comprendre dans ce que toi, en tant que personne, tu vis, qui te pousse à aller faire ça? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on comprend pas. Tu vois, il n'y a pas l'empathie de je sais ce qui se passe dans la vie de cette personne qui la pousse à aller jeter de la soupe sur la Joconde, par exemple. Ouais. Ce que tu n'as pas fait, mais il y a des gens qui l'ont fait dans Dernière Rénovation. Ouais. Et si tu devais nous ouvrir les portes dans ton intériorité, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce stade-là? Je dirais que, pour rester sur l'exemple notamment de la Joconde, pour moi, l'enjeu dans une action comme ça, c'est de mettre les personnes qui voient cette action dans une situation de dilemme moral. C'est-à-dire que c'est pas bien de jeter de la soupe sur la Joconde. Ça heurte tout le monde quand on le voit. Enfin, c'est poignant, en fait, de voir ça. Et en même temps, ça renvoie à cette question, qu'est-ce qui est le plus grave entre jeter de la soupe sur la Joconde et voir notre biodiversité disparaître et savoir qu'il y a une personne sur trois qui ne mange pas à sa faim. Enfin, en fait, ça met face à ce dilemme moral-là et malheureusement, il y a besoin d'en arriver jusque-là pour que certaines personnes puissent prendre conscience qu'il y a des choses plus graves qui sont en train de se passer ailleurs. Ouais. Et je pense que ça parle aussi de cette distance qu'on a nommée tout à l'heure de si je connais pas quelqu'un dans mon entourage qui ose d'ailleurs m'en parler, parce que ça se trouve, elle n'ose pas m'en parler, mais pour plein de raisons, qui n'arrive pas à manger à sa faim, qui vit dans une location affreusement horrible parce que la rénovation thermique n'a pas été faite dans son logement et donc elle dépense tout son argent en chauffage pour un truc qui est une passoire thermique. Si j'ai pas ça dans mon entourage, il y a une distance qui se crée et donc je comprends pas les gens qui militent sur ce sujet. Là où effectivement, je suis au musée, je vois la Joconde, ou alors je l'ai visité un moment, ça rapproche le problème, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est que quand j'ai plus de proximité avec la Joconde qu'avec les souffrances infligées par le manque d'action sur l'écologie, évidemment que ça me gêne, entre guillemets, la Joconde, parce que j'ai pas accès à l'autre forme de souffrance. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui se passe. C'est une bonne façon de l'expliquer aussi. Et donc, l'idée de ces actions, en tout cas comme moi je les perçois, c'est de recréer de la proximité avec le problème pour des gens qui auparavant n'étaient pas concernés parce qu'ils n'avaient pas de proximité. Ça te semble pertinent comme Oui, ça me semble être une très bonne façon aussi de le dire. Mais du coup, je vais essayer de reformuler ma question parce que je suis curieux de, genre, émotionnellement, qu'est-ce qui fait que ça devient presque une nécessité de s'asseoir sur une route, empêcher les gens d'aller au travail? Parce que tu vois, prenons une autre hypothèse. On pourrait se dire, t'es à ton compte, t'es freelance, je vais décider de travailler que sur des sujets écolos, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que ça, c'est pas suffisant pour toi et que tu vas t'asseoir sur une route pour empêcher les gens d'aller au travail? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un truc rationnel? Est-ce que c'est un truc émotionnel? Je dirais qu'il y a au moins les deux choses. Il y a une partie émotionnelle et il y a une partie très rationnelle. La partie émotionnelle, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était urgent d'agir. Et là, je bascule aussi dans la partie rationnelle, c'est que je ne savais pas forcément comment agir. Et donc, et là, de manière très pratico-pratique, tu dis par exemple, pourquoi pas
lancer une entreprise et se concentrer sur une activité qui serait uniquement éco-responsable, en vrai, ça, à mettre en place, c'est beaucoup plus dur à mettre en place que s'inscrire sur une action et partir en action. Et de manière assez, qu'est-ce que je peux mettre en place là maintenant ? Lancer un business, moi, ça me semble être quelque chose où il y a beaucoup d'étapes. J'y ai pensé aussi pour moi et ça m'a fait vraiment très peur de me dire, oh là là, je me lance encore dans quelque chose d'inconnu, comment est-ce que je vais faire ? Et c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, a généré aussi de la peur et de l'inconnu. Alors que s'inscrire sur une action, en fait, c'est être formé pour ça, passer une journée pour être bien formé, savoir comment est-ce qu'on doit se comporter, suivre un process qui est déjà établi par un mouvement qui met déjà toutes les choses en place pour faire en sorte que ces actions se passent le mieux possible et qui a déjà une expertise aussi dans le fait d'organiser des actions qui sont très répétables. Et donc, en vrai, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Et en tout cas, dans les opportunités que j'ai eues à ce moment-là, cette opportunité-là d'agir en me sentant vraiment utile, elle était vachement plus accessible en vrai que monter un grand business et faire une grande orientation bifurquée dans ma vie en fait sur une autre activité professionnelle que j'étais déjà en train de construire à ce moment-là, sur lequel j'avais déjà passé un an. Ça fait déjà un an que j'étais lancée au moment où je me suis inscrite sur une action Dernière Rénovation. Et donc à ce moment-là, je me suis posé la question justement, comment est-ce que dans mon business, je peux réorienter pour aller vers quelque chose qui est plus au cœur et qui fait avancer plus vite, en fait, la lutte contre le réchauffement climatique. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore, même encore aujourd'hui, je me posais la question, comment est-ce que moi, avec les compétences que j'ai, je vais pouvoir œuvrer ? C'est encore des questions que je suis en train de me poser. Et ça me semble être un enjeu bien plus grand et bien plus difficile encore. Et c'est intéressant du coup, parce que j'entends qu'il y a presque une notion de ROI. Il y a un retour sur investissement avec un calcul de l'énergie, le temps investi vs les bénéfices potentiels de mon action d'engagement et qu'effectivement, construire et développer une entreprise qui a autant d'impact que ce que tu peux avoir quand tu t'engages dans un mouvement rodé, avec un mode opératoire super formulé, etc. et contribuer à ce truc existant, effectivement, le ROI semble bien plus grand là-dedans, donc rationnellement, ça fait sens. Et tu as parlé d'utilité aussi. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper utile dans ces trucs-là pour nous apaiser mentalement sur le truc, sentir qu'on a de l'utilité pour faire en sorte qu'on aille à l'inverse et qu'on lutte contre. Ouais, réussir à sentir utile, en fait. Et en tout cas, pour moi, je me sentais utile et je me sens toujours utile dans le métier que je fais aujourd'hui, donc en accompagnant les personnes dans leur reconversion professionnelle pour qu'ils s'épanouissent davantage dans leur vie pro et aussi qu'ils fassent en sorte que leur vie professionnelle elle soit plus alignée avec leurs valeurs. Et donc on va aussi explorer leurs valeurs et donc leurs propres combats, et on a tous notre définition de ce qui est important, de ce dont le monde a besoin en fait. Et donc voilà, les aider à se rapprocher de ça, ça a du sens pour moi. Agir, être cette alarme à certains moments qui sonne pour les autres, c'est quelque chose que je peux faire aussi à côté, en fait. Je peux faire les deux et je me sens utile dans les deux aujourd'hui. J'ai une question d'ailleurs, du coup, sur la reconversion, trouver sa place professionnelle, etc. Moi, j'ai observé quelque chose chez moi, c'est que certaines de mes valeurs, certaines de mes aspirations, de mes rêves qui se projettent du coup dans les métiers que j'aurais pu faire à un certain moment, ils sont beaucoup empreints par le contexte dans lequel j'ai grandi ou les médias que j'ai consommés. Tu vois, il y a une forme de construction de l'extérieur sur moi et mon système de valeurs et ce qui est important pour moi. Et pour être très précis, à un moment donné, j'avais le rêve d'être vidéaste d'aventure, donc de voyager partout dans le monde, de faire des vidéos, de la photo pour plein de marques et ainsi de suite. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que cette vision de ma vie professionnelle idéale, c'est pas moi qui l'avais conçue. J'avais hérité on m'a vendu le rêve de voyager et de voir le monde entier, tu vois. Et le jour où l'écologie est devenue ultra importante dans ma vie, je me suis dit, mais en fait, il y a une dissonance entre ce rêve de voyager partout, prendre l'avion, voir tous les pays du monde et faire des belles vidéos, et mes valeurs écologiques qui sont hyper importantes pour moi. Et du coup, je suis curieux est-ce que peut-être ça t'est pas arrivé encore, mais tu vois, imaginons tu as un client en face de toi qui a des valeurs et une vision de dont le monde a besoin particulière, qui entre en conflit avec toi, les connaissances que tu as sur ce qui est important pour la lutte écologique. Comment on gère ça, tu vois ? C'est une très bonne question. Ça m'est pas arrivé. J'ai la chance, je dirais, dans les personnes que j'accompagne, de me rendre compte qu'en fait, quand on parle justement et qu'on explore leurs valeurs, en fait, on se retrouve dans beaucoup de valeurs.
Après, oui, si jamais ça arrive et que face à moi, j'ai une personne qui a une définition de ce qui est important pour le monde qui est très éloignée de ma propre définition à moi, je pense que ça pourrait faire que dans mon accompagnement et dans ma posture, je puisse ne pas être tout à fait OK, je puisse avoir une posture un petit peu biaisée. Et je pense que à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin de le déposer, de le dire et de le rendre visible pour que l'accompagnement se fasse le mieux possible et qu'il n'y ait pas de biais et qu'il n'y ait pas de tension avec la personne que j'accompagne. Je dirais ça. Je te pose la question parce que tu m'avais parlé dans la préparation de cet épisode du fait que trouver son job idéal, pour toi, c'est un peu similaire à trouver son mode de lutte idéal et son mode de militantisme ou de contribution aux causes écologiques idéales. Comme si on pouvait faire son ikigai, pas que sur le pro, mais aussi sur l'engagement militant. Tu dirais que c'est quoi, du coup, les critères de ça ? Les critères de trouver son ikigai militant, entre guillemets. Ouais. Je dirais qu'en fait, je fais ce parallèle-là parce qu'en organisant du coup des ateliers ikigai, je me rends compte que souvent, en explorant ses propres valeurs, les personnes trouvent des idées de métier, potentiellement, mais aussi des idées de lutte à rejoindre. Et du coup, quelque part, c'est un peu les mêmes ingrédients. Et les ingrédients, c'est explorer souvent ce qui nous met en colère. Qu'est-ce qui nous met chacun d'entre nous en colère sur un sujet ? Et souvent, ça vient toucher nos valeurs, nos combats personnels. Et quand on trouve ça, et chacun a sa propre définition de ce qui est vraiment prioritaire. Par exemple, il y a des personnes, ça va être faire en sorte que tout le monde mange à sa faim. D'autres, ça va être plutôt que les enfants n'aient pas peur, ne soient pas... ou aient accès à l'éducation. Enfin, il y a plein de luttes différentes qu'on peut rejoindre. Et donc, c'est déjà d'aller explorer ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce qui me semble être le plus prioritaire à faire. Et après, se poser la question aussi de quelles sont mes compétences. En tout cas, quelles sont les compétences que j'ai envie de mettre à disposition de cette lutte-là. Quelles sont aussi mes motivations ? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de me mettre au travail ? Qu'est-ce qui fait que je me sens dans mon flow, je vois pas le temps passer ? Et souvent, quand on arrive à faire quelque chose qui est au croisement entre tout ça, on est en train de surperformer parce qu'en fait, vu qu'on a les compétences pour le faire, vu qu'on est motivé pour le faire, on se met à donner le meilleur de soi-même. Si en plus on se sent utile en le faisant, c'est génial. Et donc en fait, on peut se poser ces questions-là aussi. Quels sont mes combats ? Quelles sont les compétences que j'ai envie de mettre à disposition d'une lutte ? Et quelles sont mes motivations ? Quels sont mes moteurs en fait ? Et on trouve des luttes potentielles qu'on pourrait rejoindre et des rôles qu'on pourrait prendre auprès de ces luttes. Et donner le meilleur de ce qu'on a et se sentir motivé et être efficace pour ça. Ouais, hyper intéressant. Et c'est là, je pense, où rentre aussi en compte dans l'équation l'équilibre avec ce qui nous rémunère. Exactement. On ne vit pas encore dans un monde avec un revenu universel où on pourrait militer tout le temps sans avoir besoin de rétribution financière. Je sais que c'est un chantier constant pour moi, pour toi, pour tout le monde. Comment toi, tu arrives à trouver cet équilibre entre j'ai mon entreprise, il faut que je gagne ma vie. Et en même temps, j'ai envie, tu le disais tout à l'heure, de libérer plus de temps que si j'étais salarié pour mes engagements militants. Comment tu gères tout ça ? Alors, j'ai pas encore trouvé la solution idéale. Néanmoins, en tout cas, l'objectif que je poursuis dans mon entreprise aujourd'hui, c'est de faire en sorte de déjà réussir à me rémunérer durablement, c'est-à-dire régulièrement tous les mois réussir à me payer. Une fois que ça s'est fait, ça me permet en fait ensuite de dégager un maximum de temps sur une semaine sur autre chose, sur une autre lutte. Et donc je disais que pour Dernière Rénovation, je suis partie en action pour eux 2 fois, mais c'est pas la seule chose que je fais pour eux. Je les aide aussi dans l'organisation d'événements d'information pour faire en sorte que d'autres personnes entendent parler de Dernière Rénovation et aujourd'hui de riposte alimentaire. Ouais, j'allais dire, voilà, ça a qui a changé de lutte entre-temps en janvier. Et donc, je les aide aussi à ça. Et donc, en fait, je dégage du temps dans ma semaine, entre 5 et 15 heures en fonction de la charge de travail que j'ai, pour aider, faciliter à l'organisation de ces réunions d'information, à faire en sorte que y a un groupe de personnes qui se sentent engagées dans Dernière Rénovation / riposte alimentaire et faire en sorte que ces personnes-là, en fait, elles aient des liens entre eux, elles aient des rôles qui leur soient bien clairs, en fait, et qu'elles aient envie de s'engager et aller plus loin avec riposte alimentaire. Et donc, moi, je donne aussi du temps pour ça chaque semaine. Et mon entreprise me permet de dégager du temps pour ça à côté. Ouais. Ce qui est le but, je crois, de beaucoup de gens quand on se lance à son compte en freelance, c'est je veux libérer du temps pour les choses qui comptent le plus pour moi. Et donc, pour certaines, ça va être voir mes enfants grandir. Dans ton cas, c'est militer pour des sujets de cœur qui te semblent hyper importants. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que moi aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de mes réflexions sur comment je
j'organise ma vie au service de ces luttes-là. La forme que ça a pris beaucoup pour moi, c'est au travers de mon entreprise. Par exemple, j'essaye de structurer un truc qu'on appelle en interne avec mes associés et les gens de la boîte, le militantisme médiatique. C'est-à-dire, comme on prend de l'espace médiatique et qu'on parle de certains sujets, occuper cet espace médiatique autour de sujets comme celui qu'on fait aujourd'hui. Plutôt que de l'occuper sur comment tu fais pour faire 100 000 balles le mois prochain, tu vois. Ouais, je vois. On change les sujets et on ramène ce genre de sujet sur la table en montrant qu'en vrai, ça parle à tout le monde. Mais j'ai pas encore trouvé la forme pour faire ça via d'autres structures. Et je me demande, c'est pour ça que je te posais la question de l'ikigai aussi, je me demandais, est-ce que c'est comme ça que moi je veux le faire ? Et j'aime beaucoup, il y a plein de gens qui en parlent du fait qu'on a besoin de tout le monde dans tous les rôles, dans toutes les formes, pour ce genre de combats qui sont immenses. Mais du coup, je me demande, est-ce que tu penses tout le monde a besoin d'un job le plus idéal possible pour vivre d'un travail ? Est-ce que tu penses que tout le monde a besoin d'une lutte ? Et si oui, sous quelle forme ? Est-ce qu'il y a une forme ? Enfin, voilà. Je dirais que dans un monde idéal, ça serait bien que les deux se rejoignent, c'est-à-dire que le travail qu'on fait sert une lutte pour laquelle on se sent vraiment concerné. Ça, c'est l'idéal. C'est pas toujours possible. En tout cas, on peut se sentir pas totalement aligné dans sa vie professionnelle, même si on se sent quand même utile dans ce qu'on fait. Et donc, des fois, avoir une lutte à côté, c'est aussi un espace qui est à part. C'est un espace qui est aussi à nous et dans lequel on peut aussi exprimer peut-être d'autres compétences, avoir d'autres missions. Et donc, peut-être que les deux, c'est important. En tout cas, moi, je dirais que c'est chouette si les deux convergent, mais quand c'est pas possible, c'est important d'avoir les deux. En tout cas, mon sens, elle est. Qu'est-ce que, dans ton cas, du coup, là où c'est séparé, parce que dans mon cas, j'ai l'impression que mon entreprise et mes luttes sont mariées et ça nourrit les mêmes choses, du coup. Est-ce que toi, dans ton cas, ton travail nourrit certains besoins, tes luttes nourrissent d'autres et du coup, lesquels ? Dans mon travail, je dirais que ça nourrit mon envie d'accompagner les personnes dans des moments de transition. Et donc ça, c'est très proche aussi de mon propre ikigai. C'est-à-dire que j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui sont en train de passer d'une situation A à une situation B pour faire en sorte que ce soit le plus fluide pour elles. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et donc, je me sens nourrie par mon activité professionnelle en menant ça. Et d'un autre côté, mon activité militante me permet de me nourrir aussi en me sentant utile à une lutte qui est plus grande que moi, en étant un maillon dans cette grande chaîne pour œuvrer à quelque chose que je ne pourrais pas faire à mon échelle dans mon entreprise par un accompagnement individuel. Après, il y a quelque chose que j'ai compris aussi dans ce combat-là, dans le combat militant, c'est que cette transformation de la société, en fait, ne pourra pas se faire sans du soin, ne pourra pas se faire sans du care, ne pourra pas se faire sans culture régénératrice, en fait. Et donc, mon métier aujourd'hui, de coach et consultante en bilan de compétences, c'est un métier de soin, à mon sens. Et donc, je prends aussi soin des personnes, je les écoute, je fais en sorte qu'ils se sentent mieux une fois que j'ai pu les accompagner. Et donc, je pense que les deux pourront se rejoindre aussi pour ça, parce que le militantisme a aussi besoin du soin. Et a aussi besoin de personnes qui sont capables d'écouter et d'apporter du bien-être, en fait. Et donc, peut-être que là, ça pourra se marier. Moi, ça me parle beaucoup parce que le sujet de la convergence des luttes, c'est un truc qui me parle beaucoup de le féminisme qui rejoint l'écologie, qui rejoint les inégalités sociales. Enfin, voilà, il y a des nœuds à l'intérieur et je pense que les meilleures espérances qu'on peut avoir pour ces luttes qui adviennent sur des changements structurels de la société, ça se fait à la rencontre de tout ça. Et c'est pour ça que, malheureusement, je crois, on l'observe, il y a une écologie de droite, il y a une écologie de gauche. Enfin voilà, l'écologie est devenue un sujet politique transverse. C'est pas tous la même écologie, quoi. C'est vrai, on n'a pas tous la même définition. Et d'où, je pense, certains mouvements comme Dernière Innovation, Riposte Alimentaire, qui rejoignent les trucs. Genre Riposte Alimentaire, la demande, c'est une sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet à la fois des inégalités sociales et aussi très écologique parce que, en fonction de l'alimentation qu'on offre, on soutient une forme d'agriculture ou une autre, quoi. Ça te parle, toi aussi ? Oui, ça me parle aussi de pouvoir œuvrer aux deux, en fait, œuvrer à une justice sociale, mais aussi à une justice climatique. Et justement, moi, dans mes engagements, il y a l'engagement militant écolo, mais j'ai aussi d'autres formes d'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une association qui s'appelle Article 1, qui permet à des étudiants
de demander à être épaulés par un mentor ou une mentor. Et donc, ils font une demande à un moment donné pour être accompagnés parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas forcément les codes de l'entreprise. Et quand on est étudiant, des fois, on a besoin d'acquérir ces codes-là pour pouvoir trouver un stage ou autre. Et donc, article 1 met en relation des étudiants avec des mentors. Des mentors, en fait, c'est des personnes qui ont une activité professionnelle depuis quelques années, c'est-à-dire qui connaissent déjà le monde de l'entreprise, et les mettre en relation pour qu'il y ait un accompagnement sur la durée. C'est un accompagnement qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans avec des étudiants. Et donc, moi, je m'engage aussi là-dedans à donner du temps et à accompagner. J'accompagne 2 étudiantes, du coup, avec article 1 pour leur permettre d'acquérir les codes de l'entreprise, de dépasser des fois des problématiques qu'elles peuvent avoir. Et donc, pour moi, il y a aussi quelque chose, un enjeu aussi social, parce que c'est aider à gommer aussi les inégalités en fait qu'il peut y avoir quand on est étudiant. On part pas tous du même point de départ en fait. Et donc il y a des choses qu'on doit acquérir en plus parfois. Et donc voilà, pour moi c'est aussi important de pouvoir à la fois œuvrer pour une justice climatique et sociale grâce à Riposte Alimentaire, mais aussi, et là je mets plus en lien mes compétences de coach sur d'autres sujets plus sociaux. Et parce que là, on est en train de parler de l'équilibre entre ce que tu investis dans ton entreprise, ce que tu investis dans le militantisme, ton travail associatif. Est-ce que tu arrives à visualiser ce que serait l'idéal pour toi ? Genre, tu te projettes dans 3 ans, tu as réussi à parfaitement structurer ta rémunération, ton temps, le mariage entre ta boîte et tes engagements. Est-ce que tu arrives à voir à quoi ça ressemble ou est-ce que c'est vraiment un chantier de recherche constante ? C'est encore un grand chantier. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup dans le travail qu'elle a pu faire, que tu connais peut-être, qui s'appelle Johanna Massy, qui est une éco-psychologue, éco-philosophe, qui a écrit un livre qui est un recueil en fait de pratiques qui aident à accueillir l'éco-anxiété, si on peut l'appeler comme ça, ou l'éco, on peut l'appeler aussi autrement, être éco-furieux, je ne sais pas, mais qui aide en tout cas à accueillir ça. Et ça s'appelle Le travail qui relie. Et moi, je me suis inscrite du coup à un atelier de ce type-là et j'ai trouvé ça génial. C'est des ateliers en fait qui permettent d'accueillir ces émotions face à ce qui se passe dans le monde. C'est aussi des ateliers qui permettent de repartir dans l'action, c'est-à-dire ok, j'accueille ça, qu'est-ce que j'en fais en fait dans mon quotidien, ou quelle lutte je rejoins, ou qu'est-ce que je change dans ma vie professionnelle pour me sentir plus utile. Et je trouvais que c'était vraiment transformateur comme pratique. Et donc voilà, ça pourrait être quelque chose qui tourne autour de ça, d'accompagner aussi les personnes à accueillir leurs émotions en lien avec la catastrophe climatique. Qu'est-ce que ça leur fait ? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire ? Et voilà, c'est quelque chose qui tournerait autour de ça. C'est pas encore tout à fait clair, mais c'est en construction pour moi. Mais ça me semble effectivement très complémentaire à un accompagnement sur le bilan de compétences, etc. Tu as des prises de conscience, tu sais pas vers où les réorienter, comment tu fais pour trouver ta lutte, ton combat. Exactement. Et ça peut prendre la forme d'une entreprise que tu rejoins, une lutte que tu rejoins, hyper intéressant. Tu parlais des émotions. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir des émotions ultra fortes et très difficiles à gérer ? Du coup, j'imagine, si tu t'es inscrite à un atelier comme ça, c'est que c'est oui, la réponse. Ouais, ça peut m'arriver. J'essaie quand même de mettre ça un peu à distance parce que je sais que ça peut sinon faire que je n'agis plus et je peux repartir dans le déni, sinon je sais que ça peut m'arriver. Par contre, du coup, je participe aux réunions de Riposte Alimentaire quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et pendant ces réunions d'information-là, il y a un moment pendant lequel une personne prend la parole et fait une description de l'état du monde aujourd'hui. Et donc, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près, je me reconnecte à ça. Et donc, à la fois, c'est difficile à chaque fois de l'entendre. C'est des mots que j'ai déjà entendus plein de fois. Je connais très bien ce qui est dit, etc. Et à chaque fois, ça me reconnecte à pourquoi est-ce que je continue. Et donc, à la fois, je mets un certain stop, en fait, pour pas non plus que ça me pénètre trop. Mais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je me reconnecte à ça émotionnellement. C'est hyper dur, je trouve, de trouver l'équilibre. J'ai moi-même ce truc où... Si on ouvrait mon compte Instagram, là, tu verrais que c'est très politique ce qu'il y a dedans. C'est toutes les nouvelles autour de politique, écologie, justice sociale. J'ai très peu de trucs business dans mon Instagram, mais ça va peut-être étonner les gens d'ailleurs qui regardent, mais c'est vraiment très politisé. Et c'est hyper dur, du coup, de me protéger de ce genre d'infos qui, des fois, juste, ça peut flinguer ma journée de travail. Et en même temps, de rester connecté à la réalité du monde pour, comme tu dis, garder cette espèce de feu de... En fait, c'est ça qui est important, quoi.
les 100 € de chiffre d'affaires, ça change, c'est rien par rapport à m'engager pour sauver notre espèce ou sauver ma peau au moins. Et enfin voilà, tu vois, je trouve que c'est une équation. Bon, j'imagine que tu n'as pas une réponse miraculeuse à me donner, mais... personnellement, c'est vraiment un point d'attention que j'ai, de ne pas passer aussi trop de temps dans mon militantisme, parce que sinon ça peut mettre en péril aussi mon activité. Et donc j'ai des moments où je passe un petit peu moins de temps, je passe un peu la main. Là récemment, j'ai passé davantage la main justement pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps sur les prochaines semaines, les prochains mois, me concentrer sur mon entreprise. Et j'essaie d'ajuster comme ça parce que j'ai trouvé dans Riposte Alimentaire une possibilité de le faire. En tout cas, il y a des rôles qui permettent justement de passer un peu la main et d'ajuster. Et sur certaines semaines, passer beaucoup moins de temps. Mais ça reste quelque chose sur lequel je suis vraiment vigilante parce que un des risques, c'est justement de passer tout mon temps aussi sur du militantisme. De cramer, ça arrive beaucoup. C'est ça, cramer à la fois mon énergie. C'est-à-dire que, ok, j'ai encore du temps pour mon entreprise, mais en fait, c'est pas une énergie très fraîche. C'est genre, je peux pas proposer de nouvelles solutions, essayer de trouver des trucs. Je suis plus en mode administratif où je peux faire des choses répétitives, mais c'est un petit peu plus dur de demander autre chose de moi. Donc voilà, je suis vraiment vigilante là-dessus. Et j'ai eu des moments où je suis allée trop loin d'un côté. Et ça faisait que j'avais plus d'énergie pour mon business. Et du coup, c'était compliqué. Donc c'est encore quelque chose que j'ajuste au quotidien. Parce que je me demande qu'est-ce qui fait... J'ai l'impression qu'on a des fonctionnements similaires, du coup. Mais j'ai des amis qui me disent avoir des valeurs écologiques, ou pour qui c'est important, et qui ont une intensité émotionnelle beaucoup moins forte que la mienne. Et je me demande, est-ce que c'est parce qu'on est moins engagé sur le sujet l'une que l'autre ? Est-ce que c'est parce que j'ai des sources d'information ou un accès à l'information beaucoup plus présent dans mon quotidien ? Tu vois, j'arrive pas à sentir entre quelqu'un qui dit l'écologie c'est important pour moi et quelqu'un d'autre qui dit l'écologie c'est important pour moi. Il y en a une qui va aller faire comme toi, donner 7 à 15 heures par semaine, bloquer des routes, se mettre face à des gens très en colère face à toi. Et il y a l'autre qui va juste se dire j'attends 4 ans et je voterai peut-être pour les écolos les prochaines élections, tu vois. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes qui ont pourtant verbalement la même chose de dire moi l'écologie c'est important pour moi? Je peux m'identifier à ces personnes-là parce que moi je l'ai été pendant longtemps. Donc je ne sais pas si c'est la réponse pour elle. En tout cas, la réponse que ça a été pour moi, c'est justement cette connexion émotionnelle qui a fait que j'ai shifté de l'un à l'autre. Et la connexion peut-être aussi à ma colère qui a fait que je suis passée du coup à l'action. Et il y a quelque chose qui s'appelle le déni climatique léger dans lequel on est tous et on a tous besoin de l'être parce que on a tous besoin à certains moments de juste se poser en terrasse et boire un verre et juste parler d'autre chose parce que c'est super important aussi. Et l'idée, c'est à certains moments réussir à sortir de ce déni climatique léger pour re-rentrer dans la charge émotionnelle qui va aussi avec une lutte et pour en faire quelque chose. Et en tout cas, pour moi, quand j'étais à dire l'écologie c'est important pour moi mais pas forcément à agir, je pense que j'avais pas encore vraiment connecté à mes émotions à ce moment-là. Je sais pas si c'est le cas des personnes dont tu parles, mais peut-être, mais ça me parle aussi. Et c'est là où je vois que c'est vraiment, enfin voilà, c'est notre fonctionnement humain et bon voilà, on parle entre coachs en plus, donc je pense qu'on le voit. Si nos émotions sont pas engagées, il y a pas de mouvement. Il se passe rien. Je peux savoir rationnellement les choses. Je peux savoir que j'aime plus mon job. S'il se passe pas un truc qui émotionnellement m'engage à faire bouger ma réalité, je vais pas la faire bouger, quoi. Et toi, au final, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu plus intense et plus prioritaire ? J'arrive pas à identifier, tu vois, c'est pour ça, je t'ai posé la question du déclic au début, un peu exprès, parce que je sais qu'il n'y a pas de grand déclic. Donc j'arrive pas à identifier mon déclic, mais en fait, je crois que ce dont je me rends compte, c'est que je suis très, très empathique. Ça m'est arrivé récemment de pleurer devant un documentaire pour une personne qui est dans une situation que je jugeais, waouh, c'est triste, quoi. Et du coup, enfin bref, ça m'arrive souvent de me connecter vraiment beaucoup aux personnes et de ressentir des émotions comme ça. Et je pense que peut-être de ce fait, une question qui est tout le temps pour moi, c'est qu'est-ce qui fait le plus grand bien ? Et j'arrive pas à comprendre les gens qui ne veulent pas les choses qui font le plus grand bien. Et du coup, il y a un truc en moi, une espèce de... J'arrive pas à comprendre les gens qui votent pour l'extrême droite, par exemple,
de façon ultra violente contre toute une catégorie de la population. Il y a un truc en moi qui n'arrive pas à comprendre. Et du coup, moi, dans mes réflexions, c'est toujours, OK, qu'est-ce qui fait le bien au plus de gens ? Et c'est devenu tellement logique que c'est l'écologie, que c'est le féminisme, que c'est ce genre de choses, que je ne vois pas d'autres options, en fait, dans ce à quoi je peux m'engager, parce que c'est les choses qui font le plus de bien. À tel point que, il y a un moment, je me suis posé la question avec mon entreprise de est-ce que apporter ce qui me semble le plus important aux gens que j'ai envie d'aider, donc les freelances et ainsi de suite, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est vraiment ma boîte ? Ou est-ce que c'est pas fermer ma boîte, m'engager dans un parti politique ? Ou m'engager avec, je sais pas, Sea Shepherd, tu vois ? Et j'ai eu cette question, genre vraiment sérieusement en tête pendant plusieurs mois, de me dire, en fait, peut-être que je me crée des illusions sur l'utilité de mon entreprise. Et depuis ça, on est dans tout un sujet de réflexion de trouver des indicateurs qui nous permettent de mesurer semaine après semaine, est-ce qu'on est utile sur les trucs qui sont importants pour moi ? Parce que sinon, je peux me raconter des histoires, tu vois. Mais j'arrive pas à voir ce qui fait que... En fait, je pense que c'est l'injustice, ouais. Si, l'émotionnel, c'est l'injustice. C'est, je me dis, il y a des gens qui ont accumulé assez de pouvoir pour décider, voilà comment sera ta vie. Et souvent, c'est des gens qui vont utiliser ce pouvoir pour s'enrichir soi-même ou leurs potes. Et à la fois, ça me crée un sentiment d'injustice et de colère. Désolé, je suis en train de partir en roue libre parce que je réfléchis en même temps. Ça me crée de l'injustice et de la colère. Et après, ça me crée de l'empathie parce que je me dis, mais qu'est-ce que ces gens ont vécu pour être autant sous l'illusion que l'argent va les rendre heureux. Tu vois, j'arrive pas à me mettre dans leur peau et à comprendre ce qui se passe pour ces gens-là. Et c'est pour ça que j'adore... souvent, je suis la personne qui va parler pendant des heures avec des gens avec qui je suis diamétralement opposé en termes de conviction. Parce que j'essaye de comprendre, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Comment ça se fait que tu penses ça, tu vois ? T'as trouvé des clés ou pas encore ? Ça m'intéresse aussi. J'ai l'impression que c'est souvent une souffrance ou une blessure à corriger. Et que ça apparaît, malheureusement, sous un matraquage médiatique, souvent, comme la solution. Et c'est très facile, a priori, pour un être humain de tomber dans les gentils, les méchants. Ta souffrance, c'est à cause de ces personnes-là. Oh là là, on va se mettre contre ces personnes-là. Comme on a vu avec le mouvement des agriculteurs, là, tout d'un coup, ils arrêtent dès que le gouvernement dit oh, « Ok, stop la loi sur les pesticides, c'est bon, utiliser des pesticides, on arrête de bloquer. » Parce que du coup, on a trouvé un ennemi. L'ennemi, c'est les écolos, donc voilà. Et j'ai l'impression que ça arrive... c'est un moyen rhétorique, malheureusement, qui est beaucoup pris. Et dès que tu as trouvé ton ennemi, tu te retournes contre ton ennemi, alors qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'ennemi, quoi. L'ennemi, c'est nous-mêmes. et si on n'arrive pas à se rassembler contre la structure de la société elle-même, qui est un ennemi, entre guillemets, invisible, tout le monde va clamser. Donc c'est plus ces choses qui peuvent nous diviser, en fait. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais encore une fois, c'est un sujet mastodontique, tout ça. Tellement grand. Ok. Et toi, je suis curieuse, du coup. Ouais, non, c'est trop bien. J'ai dit, c'est une conversation. Tu parlais d'indicateurs. Moi, ça m'intéresse aussi parce que la question que tu t'es posée sur est-ce que je ferme ma boîte et je fais autre chose, je disais un peu, mais moi, c'est une question que je me suis posée aussi, et notamment après être partie en action. Donc, surtout que le moment de l'action, c'est quelque chose qui est assez... je me suis connectée à beaucoup d'émotions diverses et variées. Le fait d'avoir vécu aussi 24 heures de garde à vue, ça fait qu'on se pose plein de questions pendant ces 24 heures-là, et je suis ressortie très chargée émotionnellement. Et s'en est suivi un gros mois pendant lequel, même plus, je me suis vraiment posé des questions de fond aussi sur mon entreprise, en me disant, est-ce que je réoriente pas complètement mon business sur autre chose ? Est-ce que j'ai pas besoin de me former dans d'autres choses que je connais pas encore ? Qu'est-ce que je fais en fait pour que mon entreprise, elle œuvre OK pour le soin, mais de manière aussi accélérer un petit peu des formes de lutte, je sais pas, pour faire en sorte que ça avance davantage. Et du coup, tu parlais d'indicateurs qui, toi, peuvent te permettre de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas, et ça m'intéresse, je me dis, tiens, est-ce que pour moi aussi, il y en a qui pourraient s'appliquer, je sais pas. Déjà, j'ai envie de saluer le questionnement de est-ce que mes compétences et mon métier sont au service, parce que je pense que c'est une question qu'on devrait tous et toutes se poser, et c'est un des chapitres de
Je ne l'avais pas annoncé encore. Bon, si, on va dire que les gens le savent sur le podcast au moment où on en parle. Donc, dans le livre que je suis en train d'écrire sur ça, il y a un chapitre que je veux dédier à cette question. Parce que je pense qu'il y a des métiers, effectivement, qui ne sont pas utiles, quoi. Et du coup, je me suis déjà posé cette question aussi. Et après, je me suis dit, OK, avec l'existant de l'entreprise et les outils qu'on utilise et les choses qu'on fait, est-ce qu'on peut rajouter une couche ou une dimension qui parle des sujets qui sont importants pour nous? Donc, un des indicateurs, par exemple, que j'ai envie de mesurer et qu'on met en place avec cette saison de podcast, c'est combien d'épisodes sur la totalité des épisodes du podcast ont pour sujet principal ou ont une dimension dans la conversation autour de l'écologie. Pour faire avancer les prises de conscience. Parce qu'on a une part d'attention de certaines personnes qui nous font confiance. Et du coup, je veux utiliser cette confiance pour orienter les choses dans le sens qui me semble hyper important pour le monde. Autre exemple, on peut faire ça au niveau des masterclass qu'on donne dans notre communauté. Tous les mois, il y a une masterclass, un cours sur un sujet. On peut commencer à occuper de plus en plus d'espace avec des sujets écologiques. On a réorienté une grande partie du positionnement de ce qu'on fait pour dire... Dans nos programmes, on veut accompagner les gens qui sont engagés pour ces causes-là, qui s'y intéressent pour les aider à politiser davantage leur boîte. Aussi, on peut le faire dans la com, on peut le faire dans l'exécution. Donc, les gens viennent pour le business, restent pour autre chose, où on façonne petit à petit leur manière de voir les choses. Mais après, il y a un autre indicateur qui me parle beaucoup et il y a un épisode dédié du podcast là-dessus qui va arriver de pair avec celui-ci sur les entreprises régénératives. Tu as parlé un peu de tout ça tout à l'heure. Et là, du coup, c'est des indicateurs de quelles sont les ressources qu'on consomme. Est-ce que je peux donner des ressources de la boîte, du temps, de l'énergie, de l'argent, au service de régénérer ces ressources? Donc, par exemple, on a envie d'avoir des indicateurs de redistribution financière à telle typologie d'assaut, qui peuvent être hebdo, mensuels, annuels. Ça peut être aussi créer des systèmes pour recréer, par exemple, l'électricité. Ça, c'est un truc où je me dis... Je vais avoir une tiny house pour mon bureau en bas du jardin. J'ai envie qu'une partie des revenus de la boîte soit mis au service de créer une autonomie énergétique pour l'énergie nécessaire pour la boîte. Donc, tu vois, il y a ce genre de réflexion de créer des systèmes plus circulaires. On est déjà avec Enercop, mais de le faire encore plus local. Donc voilà, ce genre de réflexion, essayer de voir le système de l'entreprise, à quels endroits dans le système je peux mettre une variable écolo, quoi. Mais c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Avec toujours cette question de est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça ou je pourrais faire autrement? Est-ce que c'est utile? Et je pense que c'est là où le bilan carbone, par exemple, devient un outil. Il n'est pas parfait parce qu'il prend en compte que l'empreinte carbone, alors que c'est un sujet beaucoup plus vaste, le sujet écologique, mais c'est un outil qui nous aide à voir les échelles de valeur, quoi. Parce que, éteindre ta Wi-Fi la nuit, ça n'a rien à voir avec... ne pas prendre l'avion cette année ou pendant 2 ans ou pendant 3 ans, ça change, mais c'est radical la différence, quoi. Je me questionne sur où on va. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fil à notre conversation. Je pense qu'on est plus en exploration. Moi, j'ai une curiosité. Vas-y. Je vais satisfaire une curiosité personnelle. Émotionnellement, pour toi, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe quand tu es sur la route, que tu as des gens en face de toi qui potentiellement te hurlent dessus? Parce que j'ai fait la formation Dernière Rénovation, on a fait l'entraînement, où on se crie les uns sur les autres pour voir ce que ça ferait, mais c'est pas comme la vraie vie, quoi, où tu as quelqu'un qui est vraiment là avec sa bagnole et qui, des fois, ils essaient de forcer le passage, comme on voit dans les vidéos. Comment c'est de vivre ça? Est-ce que ça fait osciller? Genre, qu'est-ce que ça fait sur ton engagement et ta volonté de faire changer les choses? Et après, la même question sur la garde à vue. Ok. Alors, le moment où, en tout cas moi, j'étais assise sur le bitume et qu'il y a de la violence, sur l'action sur laquelle j'étais, il y en a eu. Il y a notamment une personne qui a voulu passer à travers les personnes assises alors qu'on avait des chaînes les uns au poignet des autres. Et donc, traverser des chaînes, ça aurait été vraiment très douloureux, dangereux. Avec son véhicule, tu veux dire? Avec sa moto. Okay. C'était pas une moto, c'était un scooter. Avec son scooter. Et du coup, voilà, quand tu me parles de violence sur scène, forcément, je me reconnecte à cette situation-là.
Et à ce moment-là, forcément, j'avais peur. Je me rappelle avoir crié pour dire stop, on arrête. Et en même temps, je me suis pas levée. Je suis restée à ma place, à la place qui était prévue, c'est-à-dire mener un blocage. Et donc, il y a quelque chose en tout cas pour moi, qui a été de l'ordre de gérer cette peur. Et en même temps, je suis là pour une mission et je l'accomplis jusqu'au bout. Il y a une sorte de, préparation peut-être mentale, je sais pas, qui faisait que j'étais quand même tout à fait focus sur le rôle que j'avais et j'ai pas dévissé de mon rôle. Et ton autre question, c'était qu'est-ce que ça a fait en fait aussi à la suite. Enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, ça m'a vraiment connectée à ce moment-là. Je me suis sentie utile en étant à cette place-là, en faisant ce rôle-là. Et ça m'a donné après aussi de la force en fait. Et c'est peut-être ça sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est que le fait d'avoir bloqué cette route, ça a fait aussi qu'après, il y a des moments, même dans mon entreprise, où je suis face à une difficulté, à quelque chose à faire, et en fait, je me dis, attends, t'as bloqué une route, tu vas bien réussir à passer ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Wow. Donc, sur le moment, c'est difficile, et après, ça m'a donné aussi de la force. Ouais, je dirais ça. Est-ce que t'as l'impression, du coup, que on a parlé d'impuissance tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'après avoir fait ça, tu sens que tu as plus de puissance pour créer des changements à plus grande échelle? Ouais, pour moi, c'est clairement un facteur de puissance, en fait, d'être et de bloquer une route. Dans le sens où, pour moi, la puissance, c'est être en capacité d'agir, en capacité d'avoir de l'impact, en fait, sur ce qui est autour de nous. Et donc, même si faire cette action-là, c'est à la fois se connecter à sa puissance, du coup, et à sa capacité d'agir, en même temps, ça nous connecte aussi à notre impuissance, parce que faire cette action, personnellement, ça m'a demandé de vraiment me connecter à plein de ressources en moi, rassembler tout ce que j'ai de courage pour oser y aller. Et en même temps, à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et une fois qu'on l'a fait, le monde ne nous a pas attendu, il a continué de tourner. Et donc, ça renvoie aussi en même temps à son impuissance de dire j'ai donné le meilleur de moi-même et ça n'a encore rien changé. Mais d'où l'importance aussi d'être dans un collectif, parce qu'on se dit, OK, il y a d'autres personnes demain qui seront fraîches, qui vont repartir et on va continuer ensemble. Et puis moi, je vais me régénérer. Et à un moment donné, peut-être que je reviendrai. Et donc, voilà, il y a un petit peu les deux, puissance et impuissance en même temps. Super intéressant. Et oui, ça parle effectivement de notre interdépendance. Ouais. Toi, Mathilde, seule, c'est dur et tu n'auras pas forcément d'impact, alors que des centaines et des centaines de personnes qui se relaient jour après jour pour faire ça, ça peut capter l'attention médiatique, ça peut faire en sorte qu'on parle de ce sujet. Voilà, on ne va pas parler de le mode stratégique d'intervention de ce genre de mouvement. Si jamais il y a des gens qui regardent d'ailleurs et qui ne comprennent pas, envoyez-moi un message, je prendrai beaucoup de plaisir à vous expliquer pourquoi c'est pertinent, parce que ça l'est. Et j'en parlerai peut-être avec d'autres personnes sur le podcast. Mais est-ce que tu peux nous répondre aussi sur la garde à vue? Parce que c'est une vraie question quand on s'engage dans ces mouvements de est-ce qu'on est prête à se faire arrêter? Est-ce qu'on est prête à aller en garde à vue pendant... tu as parlé de 24 heures, il y en a, c'est plus longtemps. Et il y a des conséquences, en fait, à ce militantisme. Ça, c'en est une. Il y a peut-être des conséquences financières. Il y a des gens qui ont pris des amendes. Comment tu jauges, toi, l'équilibre entre l'importance de mes valeurs et les conséquences potentielles de tel ou tel mode opératoire d'engagement? Déjà, pour répondre sur la partie garde à vue, donc c'est pour moi, dans mon cas, ça a duré 24 heures. Et la formation en amont permet aussi de savoir comment ça va se passer, savoir aussi quels sont nos droits en garde à vue, bien les connaître, savoir aussi les comportements qui sont favorables à bien vivre une garde à vue ou moins. Et du coup, quelque part, on sait déjà ce qui va se passer quand on arrive, on est déjà préparé. Ça en fait pas moins une épreuve parce que voilà, on se retrouve dans une cellule, il n'y a pas de fenêtre, la lumière elle est H24, on est potentiellement avec des personnes aussi qu'on ne connaît pas. Ça reste quand même assez éprouvant. Il faut demander pour boire, il faut demander pour aller aux toilettes. Voilà. On est réveillé à n'importe quelle heure pour faire une audition. Enfin, voilà. Donc ça reste quelque chose d'assez éprouvant. Moi, j'en suis ressortie... pour pas minimiser aussi l'impact, parce qu'il y a des gardes à vue qui se passent plus ou moins bien. Moi, personnellement, après, ça a été quand même assez difficile aussi émotionnellement. J'ai quand même eu des hauts et des bas, parce que quelque part, quand on est dans cette cellule,
personnellement, je me suis sentie comme n'ayant aucune valeur. Enfin, juste, on est un pion dans un endroit qui est gris. Enfin, ça fait quand même pas mal baisser son estime de soi. J'imagine, ouais. Et donc après, il y a quelque chose un peu à reconstruire, je trouve. Et j'ai oublié la suite de ta question. C'était... Moi aussi, j'ai oublié, j'étais fasciné par ton partage. Je vais juste rebondir, d'où le soin qui est hyper important. Tu disais, après ces expériences de garde à vue, on parlait tout à l'heure de régénération, te régénérer toi pour retrouver ton équilibre. Et oui, la question, c'était comment tu jauges les conséquences de certains modes opératoires de lutte avec le fait que tu vas te sentir utile, tu vois. Oui, ok. Donc oui, il y a le soin qui est important parce qu'à la sortie de la garde à vue, il y a toujours un temps aussi de régénération qui est prévu, un cercle de parole en fait qui permet de fermer en fait cette action-là avec les personnes avec qui on est parti en action. Sur la question de est-ce que ça vaut le coup par rapport aux conséquences aussi que ont ce type d'action. Moi, personnellement, je suis partie 2 fois en action. J'ai eu un rappel à la loi, ce qui s'appelle un rappel à la loi. Donc on passe devant un délégué du procureur qui nous rappelle la loi et qui éventuellement nous demande de payer une contribution citoyenne. Moi, ça a été mon cas les 2 fois. J'ai eu 2 fois 400 € du coup qui ont été à payer et une interdiction de Paris pendant 6 mois. Parce que je suis lilloise et donc l'action a été menée à Paris, donc j'avais plus le droit de mettre les pieds à Paris pendant 6 mois. Et la question de est-ce que ça vaut le coup finalement, ce que je me dis, en tout cas, le fait de partir en action comme ça, c'est pas quelque chose que tout le monde peut se permettre clairement, parce que pas tout le monde peut se permettre d'avoir un casier judiciaire. Donc moi, j'ai très probablement un casier B2, j'en suis pas sûre, mais j'ai très probablement un casier judiciaire. Il y a peu de chances que ça m'empêche de faire quoi que ce soit professionnellement aujourd'hui par rapport à ce que j'ai envie de faire et par rapport à ce que j'ai déjà fait comme autre métier sur le passé. Ça ne devrait pas me fermer de porte, mais ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ouais. Donc il y a ce truc aussi dans le fait de s'engager sur ce type de lutte assez radical, c'est que vu que tout le monde ne peut pas mener ce type d'action, quand on peut, quand ça a peu d'impact pour soi, c'est-à-dire 400 € de contribution citoyenne, je peux les payer. 24 heures de garde à vue, je me sens de les faire. Être interdit de Paris, c'est pas grave. Et d'autres conséquences comme ça, je me dis, ça, si je me sens capable de le faire, je me dois un peu, en tout cas, c'est ce que je me dis, de le faire pour ceux qui ne peuvent pas. Et ceux qui n'ont même pas le luxe de se poser aussi les questions écologiques, parce que des fois, se poser des questions écologiques, c'est aussi ne pas avoir à se poser des questions sur la vie de tous les jours, sur est-ce que je peux aussi manger à ma faim, est-ce que je peux manger sainement. Et donc, c'est aussi pour ça, du coup, à mon sens, ça les vaut. Parce que même si ça a des conséquences réelles, émotionnelles, financières, sur mes déplacements, etc., néanmoins, c'est quelque part prêter mes privilèges, même si je suis une femme, j'ai beaucoup de privilèges, et donc prêter mes privilèges à ceux qui en ont moins, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire, j'allais parler de la notion de privilège, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, et moi le premier, hommes, cis, blancs, hétéros, enfin voilà, j'ai la plupart des privilèges de la société. Et je sais qu'il y a des gens qui le vivent mal et qui sont en mode oh là là, je profite de mes privilèges, par exemple des gens qui ont hérité de beaucoup d'argent, des trucs comme ça. Quand on a des sujets de lutte, il y a des gens qui se posent même pas la question, mais les gens qui se posent la question. Et souvent, moi, ce que je réponds, c'est genre si tu as des privilèges, genre le plus beau cadeau que tu peux faire aux ceux qui n'en ont pas, c'est de les utiliser. Et c'est de les utiliser pour aider les gens qui n'en ont pas. Et ça me parle beaucoup du coup ce que tu dis là, de se dire effectivement, si j'ai le privilège de pouvoir agir et que les conséquences sont moins dramatiques que pour quelqu'un d'autre, peut-être que je dois faire ce que la personne voudrait faire mais ne peut pas faire à sa place, quoi. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des conséquences pour toi, ou en tout cas perçues pour d'autres, relationnelles? Parce que j'imagine qu'il y en a, tu vois, par exemple quand on est entrepreneur, pour beaucoup, ça a des conséquences relationnelles sur leur couple, sur leur famille, parce que du coup l'entreprise prend plein de place et ainsi de suite. Et j'imagine qu'il y a nécessairement la même chose quand on fait des actions, et on continue d'utiliser les guillemets radicales, parce que c'est variable ce que ça veut dire radical. Il y en a pour toi? Est-ce que c'est dur? Comment vous gérez ça? Comment tu gères ça avec tes relations? Peut-être t'as pas envie d'en parler parce que c'est trop dur pour elle. Professionnellement, du coup, là, plus dans mon entreprise, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas encore pris la parole. Donc, parler dans ma vie professionnelle de mon militantisme, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Et ça fait partie de mes objectifs aussi, c'est de réussir à rassembler un petit peu plus ces deux récits, ces deux parties de moi. Parce qu'aussi, je pense que le fait d'en parler, ça normalise. Et donc, ça fait que c'est peut-être par conversion un petit peu moins radical. Dans le sens où, je pense que les
si j'en parle davantage aussi au niveau de mon cercle proche, les personnes qui me connaissent, je pense qu'elles ne me mettraient pas le terme d'être radicale. Je pense que les personnes autour de moi, elles ont plutôt tendance à me considérer comme une personne qui est douce, qui prend soin, etc. Et pas comme quelqu'un qui va bloquer des routes et autres. Et donc se dire, ah tiens, Mathilde bloque des routes alors qu'elle est plutôt douce de nature, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça peut venir interpeller. Donc je me dis aussi, sans dire que ça aura un énorme impact, je pense que ça fait aussi partie peut-être de mon rôle de me dire, je réintègre ça dans mon récit et j'en parle aussi autour de moi pour normaliser ça. Et donc... est-ce que ça a des impacts sur ma vie pro? Pour le moment, ça n'en a pas eu parce que j'ai gardé ça un peu secret. Et donc, je pense pas que ça en aura parce que je me dis aussi que c'est une façon d'attirer aussi des personnes qui sont proches de mes luttes. Donc, je suis OK avec ça. Après, il y a un autre aspect qui est plus l'aspect familial. Et donc, comme je le disais un petit peu, moi, dans ma famille, c'est pas forcément quelque chose qui est tout à fait partagé d'avoir ce type de rejoindre ce type de lutte-là. Et donc, d'un point de vue familial, ça crée des discussions, ça crée des débats, ça fait qu'il y a besoin de comprendre. Et du coup, j'y vais un petit peu plus doucement aussi pour parler de mon militantisme dans ma sphère familiale. Parce que j'imagine qu'il y a de la peur aussi qui est associée. Déjà, les parents, souvent, ont peur quand on se lance à son compte. Oui, alors, si j'imagine à quel point il faut avoir peur d'aller bloquer les routes. C'est se mettre en danger dans son corps, quoi. Donc, forcément, ça fait peur. Et puis, il y a un truc de c'est nouveau, qu'est-ce que c'est et une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire encore après? Enfin, il y a un peu des peurs de... Et en même temps, c'est pas si nouveau que ça. Quand on regarde les suffragettes, les luttes pour... l'égalité raciale aux US, Tout à fait. Il y a toujours eu des modes d'intervention comme ça, souvent qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et du coup, c'est pas si nouveau, mais je pense que c'est nouveau qu'on connaisse quelqu'un personnellement qui l'a fait. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est nouveau pour mes parents de m'imaginer faire ça. Après, effectivement, ça demande du coup de faire preuve de pédagogie aussi pour expliquer comment est-ce qu'on en arrive là. Il y a une notion aussi que je voulais traiter avec toi qui rejoint un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure sur... On affirme des valeurs similaires, mais on a un mode d'action différent pour les nourrir. Tu m'avais parlé dans la préparation de l'épisode de la notion de fidélité. Et qu'une des raisons pour lesquelles tu t'engages comme ça, c'est pour te sentir fidèle à tes valeurs. C'est quoi pour toi les critères pour se sentir fidèle? Tu vois, parce que moi, je me demande du coup, est-ce qu'il y a des gens qui se disent écolos, qui n'en font pas les choses et qui se sentent quand même fidèles ou qui se sentent pas fidèles? Je suis curieux de toi, comment ça se mesure la fidélité? Pour moi, elle se mesure dans la permanence de mon engagement et dans le fait que mon engagement se fait vraiment sur la durée. Et je le disais un peu tout à l'heure, mais moi, je me suis testée sur plein d'autres assos, sur plein d'autres choses avant et je n'avais pas cette permanence où je faisais un effort, je prenais une mission, je prenais un mandat de 6 mois, mais à la fin, déjà, les 6 mois, c'était le bout du monde. J'avais du mal à aller jusqu'au bout parce que je ne trouvais pas tout à fait ma place. Et en fait, c'est pas du tout la faute, entre guillemets, des missions qu'on m'a données ou des assos que j'ai pu rejoindre. C'est plus, je pense, que l'environnement dans lequel je l'ai fait ne correspondait pas à mes besoins à moi. Et donc, par exemple, et c'est des parallèles qu'on peut faire aussi quand on cherche quel est son environnement favorable professionnellement. C'est pour moi, par exemple, j'ai besoin d'un petit temps d'intégration. C'est mieux pour moi si on m'explique déjà un petit peu les lieux, si on me fait rencontrer un petit peu les personnes. C'est plus clair pour moi, je vais plus facilement m'engager. C'est plus facile aussi pour moi si j'ai un rôle qui est très clair. Si le rôle n'est pas clair, je vais un petit peu... ça va un petit peu tourner. Je ne vais pas exactement savoir quoi faire. Je vais hésiter. Je ne vais pas oser prendre des initiatives ou autre. Et si mon rôle est très clair, ce qui est le cas du coup chez Riposte Alimentaire, c'est vraiment, il y a des fiches de poste et tout, c'est vraiment très clair. Ça fait que je sais exactement ce que je dois faire et moi, ça me met en action. Et donc, qu'est-ce qui... te met en action, c'est un peu la question à se poser, c'est qu'est-ce qui te met en action, qu'est-ce qui te donne envie de maintenir ton engagement et quelles sont les luttes, les associations qui vont te permettre de recréer cet environnement de travail-là qui va faire que pour toi c'est favorable et pour toi ça donne envie de continuer. Et donc par exemple, il y a des actions qu'on peut mener qui vont demander, je sais pas, d'être présent à certains horaires ou pas, d'autres qui peuvent être fatigants, qui peuvent demander, par exemple, je sais que moi à un moment donné, dans un rôle que j'avais pris sur une asso, je devais créer des visuels. Alors je sais créer des visuels, mais en vrai ça demande beaucoup d'efforts pour moi.
Alors que si on me demande, je sais pas, là par exemple, aujourd'hui, je m'occupe aussi du soin, de m'assurer que tout le monde va bien, ça, je le fais beaucoup plus volontiers. Donc, il y a un truc, si encore une fois, on se sent aligné entre nos compétences, nos motivations, mais aussi l'environnement de travail, ça nous correspond bien, on va avoir cette permanence et cette fidélité à une lutte en particulier, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Encore une fois, trouver sa place, son mode opératoire, comment je vais m'engager sur ces choses qui sont importantes sur mes combats et sous quelle forme, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, pendant un temps, je me disais, en fait, j'arrive pas à maintenir mes engagements, c'est chiant, j'arrive pas. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était pas le bon environnement pour moi. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de s'engager mais n'ont pas eu cette permanence-là avant, c'est peut-être parce que c'était pas encore le bon environnement, c'était pas encore la bonne mission, c'était peut-être la bonne lutte, mais c'était pas tout à fait la bonne place. Et donc, il faut réessayer, en fait, je trouve. T'en as un peu parlé un moment, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi. Tu connais le triangle de l'inaction climatique, j'imagine. La phrase que tu as sortie tout à l'heure de Rob Hopkins y répond un peu, mais pour les gens qui nous écoutent, le triangle de l'inaction climatique, c'est les citoyens qui renvoient la balle au gouvernement en disant faut que le gouvernement agisse, bordel. Le gouvernement qui renvoie la balle aux entreprises en disant nous on peut rien faire, c'est les entreprises qui vendent ce qu'elles vendent et voilà. Et les entreprises renvoient la balle aux consommateurs en disant nous on vend que ce que les gens veulent et tout le monde se renvoie la balle. Qu'est-ce que tu as envie de répondre au triangle de l'inaction climatique? Comment on fait en tant que personne, freelance, individu pour trouver sa place dans tout ça? Très bonne question. Moi, en tant que citoyenne, ce qui m'a aidée, c'est de me rapprocher d'un collectif. Et me rapprocher d'un collectif, ça a fait que je pense sortir de ce triangle de l'inaction en se disant moi aussi je prends ma responsabilité et je prends ma part. En tant qu'entreprise, je pense qu'il y a un besoin, donc en tant qu'entrepreneur, il y a un besoin aussi de devancer quelque part les besoins des clients pour orienter vers quelque chose qui a plus de sens pour nous, quitte à se fermer des portes en fait. Et donc, et ça c'est difficile je trouve. Ça demande aussi du courage de réussir à se fermer des portes, à se dire tiens ça je le fais plus, ou j'affirme telle valeur, ce qui va faire que y a des personnes qui voudront peut-être plus travailler avec moi. Et donc c'est aussi prendre sa responsabilité. Donc pour sortir de ce triangle de l'inaction, il y a prendre sa vraie responsabilité et pas la renvoyer sur les autres. Ouais, décider je prends ma place, je prends mon rôle. Ouais. Et je vais arrêter d'attendre que les autres agissent à ma place, quoi. C'est ça. Et tout en étant conscient et réaliste et humble sur la place qu'on peut prendre et l'action qu'on peut mener, sans vouloir se prendre aussi toute la charge que d'autres ne se prennent pas que sur soi, parce que le risque, c'est aussi de s'épuiser et de vivre un burn-out militant. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui en vivent. Ah ça oui. Si j'ai envie que ces épisodes constituent des moments pour que les gens qui a priori, pour l'instant, ne font pas encore beaucoup de choses ou des choses tout court sur ces sujets. Si je te donne un immense tableau blanc, tous les freelances, tous les indépendants, tous les entrepreneurs en France ou en francophonie, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent outre-mer, peuvent voir le message affiché sur ce tableau. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ces engagements sur l'écologie? Qu'est-ce qu'on écrit sur le tableau? Je vais dire une phrase qui n'est pas de moi. C'est une phrase qui est dite justement pendant les réunions d'information de riposte alimentaire. Et c'est une phrase que je me suis dite aussi à certains moments et qui ont fait c'est cette phrase-là qui a fait aussi que j'ai pris certaines responsabilités. Et cette phrase, c'est « si pas moi, qui ? Si pas maintenant, quand ?» Et vu qu'on parle d'urgence climatique, il y a urgence. Donc il y a besoin d'agir rapidement. Et malheureusement, on n'est pas non plus super nombreux à agir. À Lille, on fait des réunions d'information. Des fois, on a 3 personnes. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est avec ces personnes-là qu'on va essayer de faire quelque chose, de faire changer les choses, faire en sorte qu'on soit un petit peu plus nombreux. C'est avec 3 personnes sur une semaine. C'est pas énorme. Et en fait, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, si pas moi, qui ? Je trouve qu'il est important. Ouais. Et si pas maintenant, quand ? Il est important aussi parce que il faut agir rapidement. Sachant que effectivement, pour les gens qui malheureusement, pour plein de raisons, se sont peut-être protégés de l'information. Oui. Quand on regarde des schémas comme le schéma des limites planétaires, il y en a 9, je crois, il me semble. Je crois que c'est 9. Ouais. Il y en a 7 ou 6 ou 7 sur 9 qui sont dépassés, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard sur ce sujet-là. Donc effectivement, si pas maintenant,
quand ? Et si pas moi, qui ? Je trouve que c'est 2 questions importantes. Peut-être je fais pas le podcast d'après et je vais aller faire un sujet, bosser sur un sujet d'écologie encore. Tu me donnes envie d'agir. C'est vrai, trop bien. On a une tradition de fin sur ce podcast, Mathilde, à moins que tu aies envie de rajouter une dernière notion sur tout ça, c'est bon. De toute façon, on va pas trouver la solution maintenant, nous deux. Donc, Et donc cette tradition, c'est, comme tu le sais peut-être sur les épisodes de podcast, on clôture toujours avec une question posée à l'auditoire. Mais quelque chose de nouveau que j'ai fait récemment, c'est que j'ai pris toutes les questions que les anciennes personnes passées sur ce podcast ont posées, et on est en train d'en faire un jeu de cartes pour que ça déclenche des conversations, des réflexions personnelles. Okay. Donc ce que je vais te demander, c'est de me donner un numéro entre 0, entre 1 et 90. Okay. Et je vais tirer au sort du coup la question avec le numéro correspondant pour te la poser. D'accord, ça marche. Numéro 4. Numéro 4. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on devrait travailler avec toi et pas avec une autre personne ? C'est une question de Yezaluka dans l'épisode 3. D'accord. Donc je réponds à cette question-là. Tout à fait. Ok. Pourquoi est-ce qu'on devrait travailler avec moi et pas avec quelqu'un d'autre, c'est ça ? Je dirais que les personnes qui ont envie de travailler avec moi pourront le faire si elles veulent vraiment aller se connecter à ce qui a du sens pour elles dans leur vie. Et aller explorer ça leur permettra, en tout cas moi c'est ceux sur lesquels je mets vraiment beaucoup d'attention, aider les personnes à créer une réalité, à écrire un plan d'action qui leur permet de se rapprocher au maximum de ce qui a du sens pour elles dans leur vie professionnelle mais dans leur vie personnelle aussi. Et donc je dirais que ma particularité c'est peut-être de passer beaucoup de temps sur les valeurs et sur le sens dans les accompagnements que je fais, en bilan de compétences et en coaching. Trop bien. Et on souhaite que l'écologie fasse partie de tout ça. Ouais, j'espère à chaque fois. On va espérer que ça soit encore plus le cas après cet épisode. Si toi, tu pouvais rajouter une question, et d'ailleurs tu peux rajouter une question dans le jeu de cartes, quelle question on rajoute ? J'ai besoin d'un temps de réflexion. Prends-le. Je vais peut-être revenir encore une fois sur les valeurs, mais je réfléchis encore. Prends tout le temps au monde. C'est ça que j'aime bien, tu vois, aussi, c'est que on adore poser des questions qui débloquent, surtout quand on a ce métier de coaching, d'accompagnement. Et donc je vois l'attention que tu mets sur choisir la bonne question et j'adore. Je ne l'ai pas encore entièrement, mais je dirais que c'est quelque chose qui tourne autour de qu'est-ce qui te met en colère ? Quelle solution tu auras envie d'y apporter ? Quelque chose comme ça. Ouais, un peu ce que tu disais tout à l'heure, de si j'arrive à identifier les sujets et les causes qui me mettent en colère, j'utilise ça comme une énergie pour aller vers ce qui semblerait pertinent pour éponger cette colère, quoi. Complètement. Ouais, aller identifier, encore une fois, se connecter à ses émotions, et souvent c'est ça aussi qui nous mène à l'action après. Et donc trouver ce qui vraiment vient nous gratter et voir qu'est-ce qu'on aurait envie de mettre en place qui permettrait d'apaiser cette colère-là et du coup de résoudre potentiellement quelque chose. Trop bien, merci Mathilde. Merci à toi. Pour les gens qui veulent répondre à ta question, voir ce que tu fais, discuter avec toi, où est-ce que je les envoie que sur Internet ? Ils peuvent me contacter sur LinkedIn, Mathilde Paul, et ils peuvent me contacter aussi sur Instagram, et mon compte c'est @savannahcoaching. Super, je mettrai les liens dans la description. Merci pour ce temps. Merci à toi. Merci pour toutes les personnes qui vont peut-être s'engager avec nous dans la lutte suite à cette écoute. Vous êtes les bienvenus. C'était trop bien de discuter avec toi. Merci à toi. Merci. Ça va ? Hop là. C'est bizarre.